qui ont payé leur place ce soir, vous venez me voir après. Voilà, il y avait une cagnotte pour vous. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents. La loi du 5 août 2021 impose au personnel public ou privé dans les métiers de la santé, de l'aide à la personne, ainsi qu'à tous les pompiers. Tous ceux qui ont refusé de se soumettre à cette formalité ont été suspendus. Aujourd'hui, on vous présente le film de Fabien Moine. Fabien Moine est un praticien en santé naturelle, professeur de naturopathie, auteur, réalisateur et éditeur. Le film documentaire Suspendu des soignants entre deux mondes est un projet autofinancé, diffusé en projection débat, streaming et DVD. Il témoigne de la réalité des soignants suspendus en portant un regard critique et constructif sur notre système de santé. L'objectif de cette soirée est de donner la parole, de sortir de l'oubli. Après le film, vous participerez au débat. On a 3 intervenants ce soir qui vont venir se présenter. Je vous en prie. Jean Stevens. Je suis très content de voir qu'il y a autant de monde. Moi, je suis un médecin retraité. J'ai pratiqué la cardiologie à Caussade pendant 15 ans. Avant ça, j'étais en Belgique. J'ai fait de la médecine interne en Belgique, mais la médecine interne a pratiquement disparu en France, donc j'ai pris la sous-spécialité ici de cardiologie. Et j'ai aussi fait 7 ans de médecine générale, ce que je trouve très important dans l'expérience de la Covid, parce que les généralistes ont été exclus de la réflexion, alors que ce sont les seuls qui ont une réelle compétence en matière d'épidémie. Alors, j'ai commencé au mois d'août 2021 une enquête parce que j'ai fait ma 2e injection du vaccin et j'ai été vraiment très mal avec cette injection, et en plus dans ma famille j'ai eu un nombre impressionnant d'effets secondaires importants, graves. Et je me suis dit, là on nous ment. Et alors j'ai commencé une enquête. Pendant 6 mois j'étais sur internet à chercher d'autres voies, et j'ai trouvé effectivement qu'il y avait toute une série de gens de haut niveau scientifique, 3 prix Nobel, etc., qui s'opposaient à la doctrine gouvernementale, je vais dire à la doctrine des hommes politiques. Et depuis lors, je passe une grosse partie de mon temps sur Internet. Et au mois de février, j'ai mis toutes mes réflexions par écrit, en écrivant un livre qui résume bien ma pensée. J'appelle ça la pandémie du mensonge et de la peur. Ce soir, on va voir les suspendus. C'est vraiment un drame quand on voit le courage que ces gens ont eu. Ils ont perdu toute leur profession. Mais derrière ce drame, il ne faut pas oublier qu'il y a un crime. Et je pèse mes mots, c'est un crime de la part des autorités politiques. Alors, cette pandémie et toute cette discussion et tout le clivage social qu'il y a autour de ça fait qu'on a très peur et on passe par des hauts et des bas. Actuellement, je peux dire que tous les jours, je trouve des signes positifs. Je dirais l'empire du mensonge est occupé à s'écrouler. Je prends quelques exemples seulement. Bill Gates, il y a un mois, a reconnu officiellement que son vaccin n'était pas efficace, il n'agissait pas longtemps, il ne prévoyait pas les variants, etc. Donc, le patron, je dirais, de la vaccination détruit son outil. Il faut savoir que tout récemment, en Angleterre,
on a arrêté complètement les vaccinations après 50 ans. Suite à la démonstration par John Campbell, qui présentait devant la commission de contrôle des vaccinations, toutes les statistiques qui démontraient, mais on le dit depuis longtemps, que le rapport bénéfice-risque est négatif. Autre bonne nouvelle, la revue Newsweek, qui est sortie à des millions d'exemplaires, a sorti un long article d'un chercheur qui explique: nous sommes, nous scientifiques, complètement gourés, on a induit en erreur toute la population. Enfin, tout ça, je trouve ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Autre nouvelle, au Japon, le professeur Fukushima, très monté contre le ministre de la Santé japonais, intente pour le moment un procès au gouvernement. Alors, ici de tout tenir en même temps. Ce qui est très intéressant, c'est que actuellement, on a vraiment une foule de statistiques, toutes les statistiques officielles nationales, qui démontrent qu'il y a une surmortalité, entre guillemets, inexpliquée dans pratiquement tous les pays. Alors, je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager. Et pour ne pas se laisser décourager, moi, en tout cas, je ne me laisse plus décourager parce que je crois avoir compris ce qu'on n'ose pas dire. Et ce qu'on n'ose pas dire, c'est que derrière tout ça, il y a un complot mondial. Parce que nos hommes politiques ont été formatés, vraiment leur esprit a été formaté à une vision du nouvel ordre mondial qui est géré par le Forum économique mondial et par toutes les puissances financières. Et donc, ils nous ont trahis. Ils n'ont pas fait leur boulot de défendre la démocratie. Donc, je pense qu'il faut avoir bien ça en tête, de se dire que nous sommes victimes d'autorités politiques qui sont abusives. Voilà, et il faudra les dénoncer. Actuellement, je suis occupé à écrire un deuxième livre qui va s'appeler quelque chose comme « J'accuse nos plus hautes autorités politiques de haute trahison » et toute une série d'accusations. Voilà. Bonsoir, donc je suis Francis Cans, je suis psychologue clinicien interculturel. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il n'y a ici que 3 professionnels de santé pour parler des problèmes des suspendus. Ça pourrait nous laisser croire qu'il s'agit d'un problème de santé, mais en réalité c'est une décision politique. C'est une décision qui a été prise par les politiques. Donc je ne sais pas où sont les politiques. J'aurais bien aimé qu'il y en ait au moins un ici pour pouvoir répondre à vos questions éventuellement si vous en avez. Moi je voudrais surtout ici témoigner de la souffrance morale, puisque c'est ma compétence, qui a été induite par cette politique menée donc depuis maintenant 3 ans à l'encontre de toute la population, pas seulement de la population française, mais aussi de la population mondiale, et tout particulièrement aussi à l'égard des soignants. J'ai fait pour ma part l'expérience dans mon petit cabinet de recevoir un public tout à fait inhabituel. Un public formé de gens qui étaient anxieux, angoissés, qui ne savaient pas quelle décision il fallait prendre. Donc des soignants, des professeurs, des parents, des gendarmes, des policiers. Donc une clientèle à laquelle je ne suis pas vraiment habitué. Et qui venait juste raconter l'état de désarroi dans lequel ils se trouvaient, parce qu'ils recevaient des ordres et des injonctions auxquelles ils devaient se soumettre, normalement,
mais qui ne passait pas bien pour eux, parce qu'une fois c'était ça, après c'était autre chose, ça changeait tout le temps. Il fallait contrôler les gens, par exemple, qui ont un pass sanitaire. Pour certains, c'était absolument indigeste. Donc j'ai été le témoin pendant plus de 2 ans, comme ça, de toutes ces souffrances morales. Et ça m'a permis aussi d'établir le lien avec ce que je pratique depuis 25 ans, c'est-à-dire le décodage psychobiologique des maladies, pour me rendre compte, et là je rejoins un peu les propos de Jean Stevens, que cette pandémie a été très largement provoquée et induite par la politique liberticide anxiogène, créant une multitude de traumas psychiques dans la population et donc la rendant extrêmement vulnérable, donc potentiellement malade. Je vous remercie. Bonsoir, Yves Vière, médecin généraliste dans le nord du Lot. Je suis retraité maintenant. J'avais organisé il y a une 12aine d'années les formations en Midi-Pyrénées pour se préparer à la pandémie, parce qu'à l'époque on pensait qu'elle était imminente, avec le H1N1, avec la grippe aviaire. Alors là aujourd'hui on va s'occuper du problème des suspendus. C'est un problème dramatique. L'objet de ces réunions c'est de les aider. Vous savez que, vous allez voir dans le film, que ce thème est un thème qui a été très clivant au sein des professionnels de santé. Ça a été même extrêmement violent. Ils vont vous en parler, on va avoir des témoignages. Bon, moi je sais, vous savez aussi que en fait ça a été extrêmement clivant et ça l'est encore au niveau de la population générale. Alors comment ne pas tomber dans ce discours clivant, puisque finalement le principe des politiques, c'est de diviser pour régner. Comment ne pas se diviser? En dehors du soutien qu'on peut amener aux suspendus, je crois qu'il y a des thèmes qui, eux, ne sont pas clivants et qu'on peut aborder. Bientôt, Marie-Monique Robin, avec son film « La fabrique des pandémies », va l'aborder dans le Lot. Elle a décliné tous les risques qui sont susceptibles d'entraîner des épidémies et des pandémies. Et c'est vrai que depuis les années 70, il y a une accélération. On a eu des épidémies d'Ebola, de SRAS, et j'en passe, il y en a eu beaucoup. Il y a eu une pandémie aussi qu'on appelle le sida. Les scientifiques ont identifié très clairement, en dehors de toute polémique, et là je vous dis que ce n'est pas du tout clivant, les facteurs de risque, j'y passerai rapidement, que ce soit la déforestation, l'agroalimentaire industriel. D'ailleurs, il y a une 12aine d'années, quand ces formations que j'avais organisées, on faisait venir des experts, et ils nous avaient tous parlé, entre autres, de l'élevage de porcs près de Hong Kong, qui regroupe à lui seul à peu près 1 million de porcs. Un seul élevage. Bon. Et les choses ne se sont pas améliorées depuis. Voilà, donc ça, c'est des thèmes qu'on peut aborder avec la population générale sans crispation, quoi. Il y a aussi d'autres thèmes qu'on pourrait aborder, mais qui n'ont aucun rapport, apparemment, mais qui en fait ont les mêmes causes. Les gens savent très bien, même si on leur parle que du Covid, qu'il y a une augmentation fulgurante en France et ailleurs des cancers, du diabète, et on retombe exactement sur les mêmes causes. L'agroalimentaire industriel, les publicités délétères en direction des enfants sur les aliments très gras et très sucrés. Hein, vous savez, aller manger au McDo, c'est rigolo. Boire du Coca-Cola, c'est extra. Les conséquences sont dramatiques sur la santé publique. Et enfin, le dernier thème qui peut être abordé pour ne pas aborder des thèmes clivants, c'est un thème qui est très présent dans la population, quoi qu'on en pense. Hein, des sondages ont montré lors de la dernière élection présidentielle, la dernière plutôt, oui, ont montré quelles étaient les préoccupations des Français. Et il y en avait 2 qui étaient émergentes de façon importante devant les autres. C'était d'abord le pouvoir d'achat, ça on peut s'en douter. Et la deuxième, c'était la probité des élus. C'est-à-dire que les gens sont tout à fait conscients qu'il y a une corruption du monde politique en général sur la planète qui est très délétère pour les populations. Et malheureusement, sur ce thème-là, on est en France les premiers pratiquement. D'ailleurs, la France est le dernier pays
à avoir suspendu, à maintenir la suspension de ces soignants. Voilà, merci. Je vous laisse regarder le film. Bon film. On se souvient de l'amour, de retour du futur. Le monde tourne bien, les plus sont plus nombreux que les moins. On aime l'amour, il nous le rend bien. Merci à tous. J'espère que ce film vous a plu, a répondu à certaines de vos questions. Alors moi j'ai tenu à faire j'ai eu cette idée de film, de présenter ce film sur Kawa, parce que dernièrement il y a eu une infirmière qui a été condamnée, donc suspendue depuis 15 mois, et qui a été condamnée à une amende de 1 000 € parce qu'elle a fait son travail pendant 1 mois de plus sans son vaccin. Voilà. Elle a pas voulu abandonner ses patients, juste ça. Et on l'a accusée d'avoir fait son travail. Quelque chose qui ne va pas dans ce que je dis là. Voilà. Donc là, ce soir, j'ai eu cette idée de film pour ça, déjà au départ. Et là, j'aimerais que toutes les personnes qui sont concernées par la suspension, en maladie, en démission, qui ont changé de métier, toutes les personnes qui sont concernées et qui sont là, je les invite à venir avec moi. Merci. On nous dit qu'il n'y a pas de suspendu, on nous dit qu'on est très peu. Là, je vous donne un exemple, juste sur la salle ce soir, d'accord, sur 150 personnes ou plus. Je vous montre les personnes qui sont concernées ici. Donc ça vous prouve juste là, comme ça. Ça vous prouve bien. Et il y en a qui ne veulent pas se lever, pardon. Mais ça vous prouve simplement qu'on nous ment et qu'on nous cache. Et aujourd'hui, on demande juste à tout le monde de parler à vos élus, d'aller à la rencontre des gens et de leur dire ce n'est pas normal. On n'a pas à faire ça en France. Normalement, on avait des lois qui nous protégeaient. Nos gouvernements ont marché sur des lois. Donc il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Est-ce que les suspendus ont quelque chose à dire ? Merci Didi. Donc moi je voulais vous dire que j'ai été suspendue par un médecin. J'ai été suspendue par un médecin, M. Olivier Véran. Je l'ai vu vacciner la secrétaire d'État, je ne sais plus comment. Et j'ai vu M. Olivier Véran laver ses mains très très consciencieusement. Je l'ai ensuite vu mettre des gants. Et ensuite, je l'ai vu quitter sa veste avant de vacciner la secrétaire d'État. Je vous invite à aller regarder ce film sur Internet. Faites Olivier Véran, vaccine le secrétaire d'État, et vous verrez que, à mon avis, ce médecin n'a jamais eu cette injection avant cette injection. Voilà, c'est ce monsieur-là qui m'a démissionné, qui m'a interdit de rendre service à mes patients, qui m'a fait mépriser par mon supérieur hiérarchique, mon employeur, qui ne connaît rien à la médecine, qui ne connaît rien à la chirurgie dentaire, puisque je suis chirurgien dentiste. Donc ce sont tous ces messieurs qui ne connaissent rien, qui m'ont foutu à la porte. Et bien moi je leur crie nous l'avons aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai pas une question. Merci. Andrea, excusez-moi. Je suis... ça m'a ému, en fait. Ça m'a réveillé ce que nous avons pu vivre pendant les 3 dernières années de manifestations, de lutte. Peut-être que ce qui est dit à la fin du film, c'était... Peut-être qu'on doit changer les mots, peut-être que c'était des manifestations pour nous retrouver, peut-être que c'était quelque chose qui nous a rassemblés pour construire ce que nous sommes en train de construire. Je suis désolé, j'y arrive pas. Je voulais... je ne sais pas s'il faut parler d'abandon, s'il faut parler de trahison, même si j'ai toujours pas dépassé le stade de la colère face à l'indifférence, notamment des structures qui sont censées nous protéger à la base, des institutions qui sont censées nous soigner, de ceux qui sont censés nous représenter, de ceux qui les ont mis dehors, exclus, abandonnés. Voilà, j'ai pas de mots parce que c'est une blessure que j'ai au fond, c'est une blessure républicaine. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Que ensemble, on va pouvoir faire en sorte que ça cicatrise. Mais je n'oublierai pas. Alors, moi je suis praticien en magnétisme. Voilà, je l'ai déjà dit ailleurs. Je reçois gratuitement tous les soignants suspendus qui en feront la demande. Donc, d'accord. Je suis désolé. Merci. Merci à toi. Je suis beaucoup aussi dans l'émotion. Parce qu'en effet, ça fait 2 ans et demi, 3 ans aujourd'hui qu'on se bat, ou du moins qu'on se rassemble, qu'on essaie de se montrer, qu'on essaie d'expliquer que ce qui s'est passé en France, c'est une aberration, mais dès le départ, c'est-à-dire que la loi, la façon dont elle est passée, c'est pas démocratique. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci. Je sais combien c'est difficile. On a encore des suspendus, des procès contre des soignants qui n'ont pas lâché leurs patients. On attend toujours nos politiques, nos syndicats pour nous défendre. Le gouvernement a enterré la loi Kouchner. Le gouvernement a bafoué le code de Nuremberg. Tous sont absents. Du coup, on a créé notre propre syndicat, le syndicat Liberté Santé. Ce syndicat nous permet de nous aider au niveau de la justice et savoir comment réagir quand on reçoit une lettre aussi agressive qu'une suspension. La liberté que nous défendons est une liberté altruiste, celle de la recherche commune d'une société plus équitable qui prenne en compte la richesse des compétences que chacun peut apporter avec son individualité dans la limite de ce qui lui semble admissible de donner et dans l'intérêt de la société. Dans les suspendus, vous avez des personnes qui ont pris la retraite anticipée, vous avez des prises de disponibilité, vous avez des démissions et vous avez des arrêts maladie. Je vous donne mon exemple, tout simplement. Au bout de 20 ans de dons de soins à l'hôpital, en clinique, aux urgences, en chirurgie, en nuit, avec le manque de matériel, avec le manque de personnel qu'on connaît depuis plus de 20 ans, je me bats depuis plus de 20 ans avec des syndicats. Aujourd'hui, mon employeur me met en suspens. Alors, je ne suis pas suspendue. Je suis en arrêt maladie, en attente d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Avant, quand ça faisait 20 ans que tu avais travaillé de nuit à des services actifs, on trouvait normal que tu sois fracassé de partout et on te proposait un reclassement.
Aujourd'hui, moi, on me met en attente. Voilà, je suis obligée d'attendre. Pourtant, je sais ce que je veux faire après. Je veux quitter le monde du soin. Je veux faire autre chose, comme beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on maltraite les patients et on maltraite les soignants. Voilà. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Bonsoir. Alors, moi, je ne suis pas soignant. Je suis pas dans la médecine. Je suis paysan. Enfin, j'étais paysan. Et là, si je peux apporter mon témoignage, je voudrais dire que ce que je reçois de par ce film, mais de par les suspendus, c'est les gens qui sont victimes et qui, quelque part aussi, sont responsables. Et nous le sommes tous à bien des titres. Depuis le début de la pandémie, je dis, nous sommes tous citoyens que nous sommes tous aussi responsables. Parce que ce qui arrive là, c'est un enchaînement de choses où on s'est souvent tué, on a souvent rien dit. Et puis là, ben voilà, il y a un système qui se met en place, qui va bien au-delà des soignants. Hein. C'est un changement civilisationnel, c'est un changement plus que de politique, c'est un changement sociétal, de paradigme, et une autre confrontation avec, je pense que ceux qui ont, les anthropologues qui observent les phénomènes, nous renvoient probablement à une vraie civilisation. Nous en sommes là. Moi, ce que je veux dire, le portement que je veux porter, c'est que j'ai suivi la pandémie, confinement, de confiné, mais j'ai regardé tous les jours les résultats qu'annonçait Santé publique de France, les décrets. Alors effectivement, là c'est la première fois, et au niveau mondial, c'est ça aussi qui est très inquiétant, qu'on a soigné des gens par décret. Et à 1005, c'est par décret. Bon. Et qu'ensuite, moi, je flippais, hein, je me dis putain, ça va m'arriver, ça va être dur, quoi. J'appelle mon médecin. Alors le médecin me dit, mais vous êtes malade? Mais je dis non, je suis pas malade. Alors quand ça vous regarde, et il raccroche. Ça commence comme ça. Alors comment voulez-vous? Ensuite, j'étais paysan. Hein. Le coronavirus, on la connaît chez les paysans. On a ça dans les étables. C'est pas nouveau. Alors j'appelle mon vétérinaire. Il me dit, mais il te reste de l'ivermectine? Ben, j'ai dit oui, je crois que j'en ai. Ben, tu vois, tu fais en fonction du poids. Si t'arrive quelque chose, tu prends l'ivermectine. Merci. Mais sinon, si tu trouves d'antibiotiques, voilà. J'ai compris que je pouvais être soigné par mon vétérinaire. Je ne vais pas par mon médecin. Non. La même chose arrive la période des tests. Bon, moi j'avais déjà compris, je n'ai pas fait le test, je n'ai jamais porté un masque, pas vacciné, rien. Mais le vétérinaire a la même chose. On a des laboratoires d'analyse vétérinaires qui sont là, qui pourraient, parce que des analyses de sang, on fait ça, mais même pas 48 heures après, on a le résultat. Mais non. Non, on a attendu le test PCR, celui même qui l'a inventé, qui dit que c'est pas terrible. C'est là qu'on a fonctionné. Depuis le début, on a marché sur la tête. Hein. Et tout ça va arriver par une politique de discrimination, parce qu'au-delà de cette politique-là, on est dans des politiques de discrimination. Alors, moi je ne vais pas comparer, hein, ce qui n'est pas comparable. Mais je veux dire qu'en même temps, on a appliqué les mêmes méthodes qui ont servi un jour à envoyer des gens dans des camps de concentration. C'est de ça dont il faut s'inquiéter aujourd'hui. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien de personnes ici ont lu les textes de loi de l'état d'urgence. Alors, quand on lit les textes de loi, on va se rendre compte qu'il y a l'alinéa 7 et l'alinéa 9 pour gérer la crise.
tout ce qui a été décidé par le gouvernement était en contradiction avec ça. Qui l'a dit? Qui l'a dénoncé? Si, moi je l'ai fait sur Twitter. J'ai fait un beau texte transformé en dessin pour pas qu'il soit cassé. C'est-à-dire c'est une image. Mais il est bien clair que si on respectait les lois concernant les crimes contre les populations, eh bien cette injection, c'est un crime contre le peuple français, mais c'est aussi la restauration de la peine de mort par injection. Je voulais témoigner du fait que pendant 40 ans, j'ai été soignée par un médecin, homéopathe, acupuncteur, et j'étais remboursée des médicaments prescrits et de la visite. J'étais soignée, moi qui ai un salaire de prolo, comme un riche pareil. Donc dans le film, sur la fin, on a entendu parler des médecines douces, super. L'homéopathie est déremboursée. Il n'y a plus d'homéopathes sur Cahors. Il y en avait pas mal, ils étaient tous super. Et on avait le choix. On n'a plus le choix. Donc c'est super, il y a des naturopathes. Je ne sais pas si tous pourront vivre de leur métier. Et je ne sais pas qui pourra se financer une consultation chez un naturopathe non remboursé qui prescrira des médicaments non remboursés. Oui, c'était pour venir au sujet de la crise actuellement. Il y a quelque chose qui semble peut-être pas trop lié avec la vaccination, mais depuis un certain temps, vous avez, ça correspond avec le développement de la pollution électromagnétique qui fait que beaucoup de personnes développent aussi des cancers, des enfants qui ont des gliomes du tronc cérébral, etc. Que cet état de choses a lieu aussi quelques années après le déploiement soi-disant obligatoire des compteurs Linky qui vous surveillent à domicile et qui ont des possibilités de 5G à l'intérieur qui ne sont pas encore développées. Et il y a également le déploiement de toutes les antennes 5G qui en fait bousillent complètement le système immunitaire des gens et font que les gens tombent malades parce que c'est délétère et qu'il y a plein de preuves scientifiques de l'aspect délétère de tout ce qui est téléphonie mobile et tout ce qui est pollution électromagnétique et que bien sûr tout ça se développe au même moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Wuhan, ils avaient vacciné les gens en novembre 2019 contre la pneumonie et que le jour d'Halloween, ils ont allumé 13 000 antennes 5G et que les gens tombaient dans la rue avec le Covid. Et que donc les antennes 5G sont aussi des facteurs. C'est pour ça qu'il faut absolument lutter contre ça. Ce sont des facteurs d'aggravation de la santé de toute la population mondiale. Et ça fait partie du même processus. Voilà. Et ça, il faut en parler, on n'en parle pas. Il faut le relier. C'est difficile de faire quelque chose comme ça. Donc du coup, il a lancé une opération qui est nationale et c'est tous les suspendus le 11 mars à Lyon. Donc on va essayer de s'organiser pour essayer de récolter des fonds pour pouvoir que nos suspendus puissent aller à Lyon le 11 mars pour participer à cette action. L'objectif de cette action, c'est de nous montrer, puisqu'on nous cache. Aujourd'hui, on a décidé de se montrer. Et on souhaite que la population se joigne à nous, mais surtout qu'elle parle à ses élus. Je me répète. Moi, dans mon village, ils ont du mal à me supporter.
Les suspendus sont des personnes qui sont pour le consentement libre et éclairé. C'est tout. On n'est pas anti-vaccin, tout ce que vous voulez. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est le consentement libre et éclairé. Et que ça suffit. Tous vaccinés, tous protégés. Avec ce vaccin-là, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Bill Gates le dit, les commissions le disent, tout le monde le dit, donc il faut que ça s'arrête. Il suffit juste que la population le dise. Voilà. Donc, faites passer les mots autour de chez vous. Ce que j'ai ébauché tout à l'heure, je pense vraiment que maintenant, la question de savoir est-ce que ces vaccins sont bons ou sont pas bons, ils sont mauvais. On a toutes les statistiques pour le prouver. On les avait déjà depuis pas mal de temps. Les hommes politiques font semblant qu'ils n'entendent pas tout ça. Ils sont d'une mauvaise foi crasse. Ce sont des criminels. Donc il faut les attaquer. Et si on ne les attaque pas, ils vont continuer à faire comme ils font. Ils sont supportés, il faut se dire, par les gens les plus puissants du monde. Le Forum économique mondial, on n'en fait partie que si on a des revenus supérieurs à 5 milliards de dollars par an. Donc, ce sont vraiment, c'est la plutocratie qui est derrière eux. Donc, ils se sentent très forts. Ils se sentent imbattables. Il faut les abattre. Ce sont des gens dangereux. Oui, moi, je voulais revenir donc en tant que psychologue clinicien sur les effets délétères sur la santé de la population qui ont été causés par la politique et des gouvernements. Au mois de... Au mois de juin 2020, j'ai adressé une lettre ouverte au gouvernement pour lui signifier, porter l'accusation qu'il participait à l'origine de cette pandémie, de cette épidémie. Ce n'était pas... évidemment, il y en a eu des gens qui ont été malades, mais les causes ne sont pas là où on a voulu les voir. Les causes sont vraisemblablement créées par le climat délétère dans lequel vivent les populations. Et je vais vous faire l'illustration, en quelques mots juste, de ce que j'ai écrit au gouvernement quand on veut pourrir l'espace vital aérien d'une personne et donc ses voies respiratoires. On prend des mesures comme le confinement. Le confinement, c'est vivre dans un espace aérien étriqué, surtout si on est nombreux dans la même famille, où littéralement on se pompe l'air, on étouffe, où ça nous gonfle, c'est-à-dire autant de mots qui expriment qu'on est en train de détruire, de dégrader notre appareil respiratoire. Ça, c'est pour le confinement. Ensuite, les gestes barrières et la distanciation sociale, ça laisse supposer, imaginer que l'air ambiant est empoisonné, que l'autre en face de moi constitue une menace dans mon espace vital aérien, puisque tout le monde est informé que le virus, il circule par voie aérienne, même si on n'en a jamais capturé aucun dans l'air. Parce que c'est impossible scientifiquement de capturer un virus dans l'air, n'est-ce pas? C'est juste une manière de penser ou de voir les choses. Ensuite, on nous a parlé de la contagion, et on a mis beaucoup l'accent sur la contagion. Alors oui, la contagion, ça existe. Et ce qu'il y a de plus contagieux, c'est l'information. Et vous voyez, les publicistes, ils le savent que l'information est contagieuse. C'est comme ça qu'ils vendent leurs produits. Mais si l'information est délétère, voire pathogène, anxiogène, ça marche aussi.
ça crée des maladies. Vous voyez, dans l'histoire des épidémies, il se trouve que la plupart des épidémies les plus violentes se sont produites après des événements que l'humanité a vécu comme des drames. Je pense à la grippe espagnole ou aux millions de tuberculeux qui ont succédé la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On peut dire c'est un fait du hasard. Non, ce n'est pas un fait du hasard. Il y a véritablement une relation de cause à effet entre les souffrances morales, les chocs, les peurs, les traumas psychiques et l'état de pathologie, c'est-à-dire le fait que tout ça dégrade votre organisme, rompt l'homéostasie des organismes et vous met donc à la portée d'être malade, selon la manière dont vous avez ressenti les choses. Quand c'est votre espace aérien vital, physique, où sont représentés psychiques, qui est atteint, ce qui est la même chose, ça dégrade votre appareil respiratoire. De ce fait, l'intervention d'un virus dont la spécialité, je le rappelle quand même, le SARS-CoV-2 est un virus qui est interpellé par les voies respiratoires, qui interpelle les voies respiratoires, hein, pas la rate, ni le foie, ni l'anus, ce sont les voies respiratoires. Donc quand l'espace aérien est à ce point malmené par son représenté psychique, l'absence de liberté, le confinement, le port du masque, il faut le faire quand même. Les deux seuls appareils qui vous permettent de capter de l'air et de l'oxygène, le nez et la bouche. On ne vous a pas fermé les oreilles. Comme ça, vous pouvez entendre tout ce que racontent les médias, ni les yeux, pour que vous puissiez assister au spectacle terrible, quoi, des hôpitaux surchargés, même si on prend des images qui remontent de 4-5 ans en arrière pour vous montrer que c'est la pagaille aujourd'hui dans un couloir d'hôpital. Pour vous manipuler, on a besoin de vos yeux et vos oreilles. Mais par contre, on vous ferme la bouche et le nez, donc on vous empêche de respirer correctement. Ça aussi, c'est une souffrance qui impacte votre espace aérien vital. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de pandémie sans cause, sauf que les causes ne sont pas où nous les cherchons, et que tout ça relève d'un plan. Ouais, moi, je rejoins tout à fait l'analyse de Jean Stevens. Ça relève d'un plan qui consiste à vous rendre tous dépendants d'une compréhension de la santé et de la médecine qui ne remettront pas en cause la manière dont les gens qui gouvernent vous traitent. Un petit détail à ajouter. Je suis venu avec une trentaine de mes livres, s'il y a des gens qui sont intéressés. Je me permets d'annoncer la projection du film La Fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin qui aura lieu le 13 avril ici au Grand Palais, en présence de Marie-Monique Robin. On a des questions ? Excusez mon ignorance, merci aux deux intervenants précédents, mais où en est-on au plan juridique? Est-ce qu'il y a des actions de mener? Parce que pour moi, vous êtes des privés d'emploi pour raisons politiques. Et je crois qu'on pourrait, si moyen, si c'est déjà fait, est-ce qu'il y a des collectifs citoyens qui œuvrent dans ce sens? Sinon, il faut les constituer, quoi, parce que de toute façon, on a des criminels en face, donc il faut les attaquer. Tous les moyens sont bons, les moyens, on va dire, les plus légaux possibles, de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'esquiver. Alors le problème, c'est qu'on nous empêche de parler, on nous cache. Et dès qu'on parle, on nous traite de complotistes, donc on ferme la conversation en fait. Et le problème, c'est que même nos politiques du Lot, quand on vient à la manifestation pour la retraite, on te dit c'est la retraite. Si tu parles des suspendus, on te dit ah non, c'est pas le moment. Ben, en fait, les suspendus, c'est des anciens travailleurs, vous savez.
et on cotise plus du coup à la retraite. Donc là, ça fait 15 mois. Excuse-moi, mais tout est lié. Parce que la Sécu est en train de les financer grassement quand même. Et s'ils veulent nous, soi-disant, faire travailler les gens un peu plus longtemps, s'ils veulent récupérer, enfin c'est un marché de dupes cette histoire, parce que s'il faut le démystifier, on en a pour un quart d'heure. Mais je veux dire que ils savent très très bien, il s'agit de démolir la Sécu pour le moment et de se gaver en attendant pour faire passer le système assurantiel. Donc bon, tout est lié. Donc vous avez tout à fait votre place dans la manif des retraites. À demain. Alors, le problème c'est que j'y suis à chaque fois, mais à chaque fois on me dit t'as la parole mais quand il n'y a plus personne. Ok. Ah non, alors pardon, justement j'allais y venir. On s'est organisé en France. Les personnes qui ont été suspendues, les personnes qui ont refusé le pass, ont réussi à s'organiser. Et en fait, on a créé des collectifs locaux. Et moi, je vous invite à rencontrer les collectifs locaux. Bien, je vais essayer d'apporter quelques éléments d'information à la dame qui a posé la question sur le plan juridique. J'accompagne et je défends 10 salariés suspendus sur le Lot. Et leur dossier est dans les tuyaux, si on peut dire, simplement au Conseil des prud'hommes de Cahors. Voilà. Donc j'ai déjà eu des audiences pour un qui n'est pas un soignant, mais un veilleur de nuit. Parce qu'on parle beaucoup de soignants, mais en fait c'est en termes d'établissement de santé. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent dans l'établissement et qui ont des métiers différents sont concernées. Par exemple, un archiviste qui ne rencontre jamais les patients, qui travaille en télétravail, a été aussi suspendu. Donc là, je parle sous l'oreille attentive de salariés qui sont suspendus de l'établissement départemental qui emploie plus de 1000 salariés, donc un gros employeur. J'ai déjà eu à plaider face à l'avocat du cabinet parisien. Et en fait, les dossiers, il y en a 10, les dossiers sont en cours. Ça va être d'ici ce printemps et cet été que j'aurai à nouveau à plaider pour les autres. Mais ce que on peut retenir, mais qui est valable ailleurs, dans d'autres juridictions prud'homales de d'autres régions, ce sont les arguments que j'ai en face, qui sont imparables, mais que j'essaie de démonter. C'est le fait que l'employeur applique la loi. Voilà. Et donc que le Conseil de prud'homme est là pour faire appliquer la loi. Là, je fais très court, mais en gros, c'est ça. Donc l'employeur, s'il n'applique pas la loi, il a une amende, ça relèvera du pénal pour eux. Et il faut savoir que le policier au niveau territorial, c'est quand même l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire une émanation du ministère de la Santé. Voilà. C'est l'ARS qui apporte les injonctions auprès des établissements, parce que ces établissements, alors précision que je n'ai pas apportée, je vous parle au nom du privé, je n'interviens pas sur le public. Donc l'ARS apporte des financements publics aux établissements privés, ce qui fait que les établissements sont le doigt sur la couture du pantalon. Ils ne peuvent même pas procéder à des ruptures conventionnelles, ça leur est interdit par l'ARS. Ils peuvent pratiquer ce type d'interruption du contrat de travail pour d'autres personnels, mais pas pour les suspendus. Donc là, c'est une discrimination, une de plus.
Alors oui, sur l'argument de on applique la loi, moi en face, je dis mais la loi elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Et je démontre pourquoi. Donc c'est l'inconventionnalité de cette loi qui ne respecte pas, bien sûr, tous les codes déjà français, du travail, de la santé, civile, etc. Où effectivement il y a des principes fondamentaux qui figurent dans chacun de ces codes. Mais également, cette loi du 5 août 21 ne respecte pas non plus les traités internationaux. Donc là, il y a vraiment un gros souci. Alors, donc, je mets en avant le fait que si la juridiction prud'homale considère que la loi n'est pas juste, elle a compétence pour le dire. Et bien sûr, il faut argumenter. Et heureusement, il y a déjà des décisions, il y a de la jurisprudence, vous en avez peut-être entendu parler, dans tel endroit, il y a des salariés qui ont été réintégrés. Ça existe. On n'en parle pas beaucoup, mais ça existe. Donc moi, je m'appuie là-dessus. Donc c'est important. Ça veut dire qu'il y a des juges qui ont le courage de dire que là, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne rentre pas dans les détails de type juridique, mais c'est possible. Donc la question de fond, c'est l'indépendance des pouvoirs. Vous avez peut-être connaissance, hein, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Comme vous pouvez vous en douter, sur le fond, dans ce type de situation que l'on connaît, qui est totalement inédite, il n'y a aucune indépendance. Aucune. Et le Conseil d'État, il y a eu nombre de recours pour démontrer qu'effectivement cette loi est inconventionnelle. À chaque fois, c'est une impasse. Le Conseil d'État trouve toujours les arguments pour dire mais si, le produit est sécurisé, nous avons des agences, etc. Bref, c'est un dialogue de sourds. Donc sur le fond, ce que ça révèle une fois de plus, c'est qu'il n'y a pas indépendance des pouvoirs. Donc je peux difficilement m'appuyer sur un pseudo-courage des juges pour dire, et taper le poing sur la table en argumentant, mais là, il y a vraiment un problème. Voilà. Mais fort heureusement, les salariés que je défends sont avertis. Ils n'attendent pas forcément de gagner ce recours, hein, mais au moins il est question d'eux. On en parle. Et c'est déjà là une première victoire que je considère comme telle. Ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas abandonnés, enfin du moins en ce qui me concerne et de ce que je représente. Donc la lutte continue. Alors, j'ai une question. Je m'excuse, mais effectivement, je vais rebondir sur ce que cette dame a pu dire. Aujourd'hui, on a toujours des actions à faire. Moi, j'ai toujours défendu les soignants suspendus sans salaire. Et le meilleur moyen, aujourd'hui, on ne l'a jamais vu par les médias, tout le monde le sait. Donc, eh bien, je l'ai fait à 2 reprises. Et donc, comme on a pu me voir, avec le panneau de ces soignants suspendus. Et moi, ce que je propose, et je vois que j'embête beaucoup les syndicats, c'est de se mettre devant, demain notamment. Moi, je suis prêt, et je vois que les Gilets jaunes qui le font depuis longtemps sont tout à fait d'accord. Merci Gilbert. Je tiens à dire que les Gilets jaunes nous ont toujours soutenus. Les Gilets jaunes ne m'ont jamais dit excuse-nous, mais c'est pas le même combat. Ils m'ont toujours accepté. Sachez que tous les samedis, midi,
Ils mangent au rond-point de Rebourg McDo. Je vous suggère de vous arrêter tous les samedis pour partager votre expérience, ou même partager un petit bout de pain. Voilà, juste pour vous dire qu'ils ont toujours été là. Là, je vous propose, il faut qu'on libère la place, je vous propose de prendre la suite en bas au pot de l'amitié. Oui, alors j'ai trouvé vraiment ces témoignages très émouvants. Et quelque part, je suis encore en sidération du fait que j'ai le discours de M. Emmanuel Macron quand il nous dit « nous sommes en guerre ». Là, mon ex-mari était militaire. Donc, parler de la guerre, pour moi, ça a un sens. J'ai accompagné des épouses de militaires dont leur mari est mort au combat. J'ai trouvé ça indécent. Aujourd'hui, on nous a, sous prétexte de cette grande mascarade, parce que pour moi, c'est vraiment une dictature sanitaire. On nous a privés de liberté comme jamais. Et vraiment, j'ai du mal, encore aujourd'hui, à me dire comment on a pu laisser faire. Et quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ?